Le 13 avril, les États-Unis annoncent un blocus naval contre l'Iran, un signal fort, une démonstration de puissance, une ligne rouge clairement posée. Mais 24 heures plus tard, la situation prend une tournure inattendue. Plus de 20 navires traversent la zone, certains de manière totalement normale, d'autres dans un silence complet, sans signal, sans identification, comme s'ils disparaissaient des radars. Alors une question s'impose immédiatement. Comment un blocus peut-il être contourné en moins d'une journée, et comment ces navires peuvent-ils passer sans être inquiétés? À ce stade, la question n'est déjà plus uniquement militaire, elle devient politique, stratégique, presque psychologique. Est-ce que Washington va laisser faire, au risque de perdre en crédibilité, ou intervenir, au risque d'embraser la situation? Ce qui se joue ici dépasse largement une simple opération navale, on est face à un véritable test de puissance, et peut-être au début d'un engrenage beaucoup plus dangereux. Revenons aux faits, de manière claire et directe. Le 13 avril, les États-Unis annoncent un blocus naval avec un objectif précis, contrôler, filtrer et dissuader. En théorie, plus rien ne doit passer sans validation. Mais dans la réalité, c'est presque l'inverse qui se produit. En moins de 24 heures, plus de 20 navires commerciaux traversent la zone, des tankers, des cargos, des porte-conteneurs, donc du trafic lourd, visible et impossible à ignorer, et pourtant, ils passent. Certains suivent des routes classiques, mais d'autres adoptent une stratégie beaucoup plus préoccupante en coupant leur AIS, leur système d'identification. Concrètement, ils deviennent invisibles sur les radars civils, ils avancent sans nom, sans trajectoire, sans traçabilité. Ce type de comportement n'est jamais anodin, il sert soit à éviter un contrôle, soit à réduire le risque d'escalade en cas d'interception. Et pendant ce temps, aucune interception majeure n'est signalée, aucune montée de tension directe n'est visible. On se retrouve donc avec une situation très claire, un blocus annoncé au plus haut niveau, mais contourné presque immédiatement sur le terrain. Et dans une crise internationale, ce genre de décalage n'est jamais un détail, c'est un message direct sur le rapport de force en train de se mettre en place. Dans ce type de crise, il y a une règle simple, tu peux afficher des intentions, mais ce qui compte vraiment, c'est ta capacité à agir. Un blocus n'est pas juste c'est un engagement, une promesse implicite que tu es prêt à contrôler, arrêter, et si nécessaire, faire monter la pression. Sinon, ce n'est plus un blocus, c'est un signal vide. Et c'est précisément là que la situation devient problématique. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde observe, les alliés comme les adversaires, et une seule question compte, est-ce que les États-Unis sont prêts à faire respecter ce qu'ils annoncent? Ou est-ce qu'ils vont reculer face au risque? Laisser passer ces navires n'est pas neutre, ce n'est pas simplement éviter une escalade, c'est envoyer un signal qui peut être interprété comme une limite, voire une faiblesse. Et dans un rapport de force, la perception est souvent plus importante que la réalité. Mais à l'inverse, intervenir n'est pas une décision anodine non plus. Arraisonner un navire dans ce contexte, ce n'est pas un simple contrôle, c'est un acte politique et militaire qui peut être perçu comme une provocation directe. Et derrière cette décision, il y a une inconnue majeure, la réaction iranienne. Riposte immédiate, pression indirecte ou escalade plus large, tout est possible. C'est là que la situation devient réellement dangereuse, parce qu'on ne parle plus seulement de puissance, mais de crédibilité, de perception et de réaction en chaîne. Et dans ce type de configuration, le moindre faux pas peut dépasser largement le cadre d'une simple humiliation stratégique. À ce stade, Washington n'est plus vraiment en position de force. Ils sont dans un piège classique en géopolitique mais redoutable, parce que toutes les options ont un coût. Première option, ne rien faire, laisser passer les navires, éviter l'incident et maintenir une forme de calme. Sur le court terme, ça peut sembler rationnel, mais en réalité, c'est une érosion lente de l'autorité. Le blocus existe sur le papier, mais dans les faits, personne ne le respecte. Et très vite, ce ne sont plus 20 navires qui passent, ce sont des dizaines, puis des centaines. À ce moment-là, le message devient clair, les États-Unis ne veulent pas, ou ne peuvent pas, aller jusqu'au bout. Deuxième option, agir, intercepter, contrôler, arraisonner, et montrer que la ligne rouge existe vraiment. Mais là, tout change, parce qu'une interception n'est jamais anodine. C'est une montée immédiate de tension, un face-à-face, avec des militaires sous pression qui doivent décider en quelques secondes. Et surtout, il y a une réaction en face. L'Iran a déjà posé ses propres lignes rouges, et approcher certains navires ou intervenir dans certaines conditions peut être perçu comme une agression directe. Dans ce cas, la riposte peut être rapide, pas forcément frontale, mais asymétrique,
imprévisible et difficile à contenir. Ajoute à ça un élément souvent sous-estimé, la guerre électronique, avec des signaux brouillés, des systèmes perturbés et une visibilité réduite. On se retrouve alors dans un environnement où l'erreur devient beaucoup plus probable, qu'il s'agisse d'un tir mal interprété, d'un mouvement jugé hostile ou d'une décision prise trop vite. C'est ça, le vrai piège, ce n'est pas simplement choisir entre agir ou reculer, c'est choisir entre perdre en crédibilité ou risquer un engrenage incontrôlable. Et dans ce genre de situation, il n'y a jamais de bonne décision, seulement des conséquences. Maintenant, tout se joue dans les prochaines heures, pas dans un mois ni dans une semaine, mais maintenant. Dans ce type de crise, ce ne sont pas les grandes décisions qui font basculer les choses, mais les incidents, un détail, une erreur ou une mauvaise interprétation. Imagine la scène, un navire avance sans signal, une frégate s'approche, un ordre est donné sous pression, un message radio est mal compris, et en quelques secondes, une situation déjà tendue devient incontrôlable. Un tir de sommation peut partir, une réponse suivre, puis une autre, et à partir de là, tout s'accélère. Ce qu'il faut comprendre, c'est que personne ne cherche forcément une guerre ouverte, mais personne ne veut reculer non plus, et c'est exactement comme ça que les crises dégénèrent, non pas par volonté, mais par enchaînement. Aujourd'hui, la zone est saturée de tensions, avec des intérêts économiques colossaux, des enjeux énergétiques mondiaux et des puissances qui s'observent en permanence tout en se testant. Et au milieu de tout ça, des navires continuent de passer, comme si de rien n'était, comme si les limites étaient constamment repoussées. Alors la vraie question est simple, qui va céder en premier, ou pire, qui va faire l'erreur de trop? Parce que dans ce genre de configuration, l'histoire nous l'a déjà montré, ce n'est jamais l'intention qui déclenche le conflit, mais le moment où plus personne ne peut revenir en arrière.